Bonjour à toutes et à tous. Alors donc j'ai 10 minutes, il va falloir que je sois concis. Et merci François et les entretiens de Garches pour m'avoir invité et vous présenter les travaux qui sont issus donc de ce PPR Paraperf. Et donc il y a 3 lots de travail dans ce PPR là. Et donc ces résultats que je vais vous présenter ici, donc c'est vraiment des résultats très ciblés et qui ne couvrent pas l'ensemble de tous les champs de recherche couverts par ce thème de recherche, vous seront présentés ici. Donc pour introduire mes propos, quand on parle de trajectoire de performance, nos travaux que nous avons commencé à faire à l'IRMES maintenant depuis plus de 15 ans, sont basés sur la relation H-performance. Ce que vous voyez, vous, ici sur l'écran, ce qui est projeté, donc c'est les performances maximales par âge du 100 mètres en haut à gauche jusqu'au marathon en bas à droite. Et ce qu'on peut remarquer sur cette relation-là, c'est qu'on va avoir 2 phases. Une phase de développement, jusqu'à avoir des performances maximales. Donc là, ici, on a la vitesse en mètres par seconde, en ordonnée, en fonction de l'âge. Et ensuite, une fois qu'on a atteint ce pic, c'est-à-dire la meilleure performance par âge, on va avoir une phase de décroissance lente de nos performances. Tenant compte donc de ce modèle de développement, donc ici chez les athlètes olympiques, nous nous sommes posé la question de savoir si ce modèle de développement-là, donc cette relation d'âge-performance modélisée ici par la relation de Moore, était la même chez les athlètes paralympiques. Tout en tenant compte de leur spécificité, bien entendu. Alors, pour vous montrer ici, donc faire un constat et vous montrer cet exemple-là, j'ai repris les records par âge au 100 mètres féminin. Donc, on a toujours la performance ici en mètres par seconde par rapport à l'âge, en abscisse. Et donc, la courbe bleue correspond aux meilleures performances par âge au 100 mètres féminin. Le point le plus haut sur cette courbe du 100 mètres féminin olympique correspond donc au record de Flojo, qui n'a toujours pas été battu. Et j'ai mis au regard les records des athlètes para dans la catégorie, donc en athlétisme, T37, qui présente une infirmité motrice cérébrale. Et donc là, ce qu'on a à chaque fois, c'est les meilleures performances par âge, donc les records pour cette catégorie-là précise. Ensuite, ici, j'ai décidé de vous montrer juste un exemple d'une athlète qui, avant d'avoir son accident, concourait sur le 100 mètres. Donc elle était dans la catégorie, avant elle était dans la catégorie olympique, et donc on peut voir sa performance augmenter avec l'âge, et qu'ensuite elle a eu un accident à l'âge de 18 ans, et a eu une période de récupération avant de revenir à 23 ans dans cette catégorie-là, donc les T37 avec une infirmité motrice cérébrale, et voir comment elle s'inscrivait dans cette courbe de record. Et actuellement, on peut voir qu'elle continue à inscrire des points et augmenter, par rapport à l'âge, les records dans cette catégorie-là. Donc là, ici, on a le cas d'un handicap acquis. Il y a aussi un autre cas qui va être l'handicap de naissance, c'est-à-dire naître avec son handicap. Et donc de la même façon, ce qu'on va pouvoir voir, c'est une augmentation des performances à une échelle un peu moins haute, donc ici la courbe verte, mais on peut voir que ça s'inscrit exactement de la même façon. Il y a une augmentation des performances, un pic, et ensuite une décroissance. Tenant compte de tous ces travaux, et ces travaux scientifiques, ces publications-là, on s'est dit maintenant qu'on a ces constats-là, comment on peut les traduire pour des gens du terrain, que ça puisse leur servir. Et donc nous avons créé les couloirs de performance. Pour vous illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple du 100 mètres T64 hommes. Dans cette catégorie-là, qui est aux Jeux paralympiques, il y a 3 types de classification. Les T44, qui ont une dégénérescence d'un membre inférieur, les T62, qui sont biamputés, et les T64, qui sont monoamputés, et donc appareillés. Ce que vous trouverez ici, sur ce nuage de points, je vais vous l'expliquer, c'est l'ensemble de toutes les performances sur cette épreuve-là, donc le 100 mètres T64, depuis 2010, et donc nous avons les performances en fonction de l'âge. Donc un point correspond à une performance par âge pour un athlète donné dans cette épreuve-là. Donc ce nuage de points, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on regarde l'enveloppe maximale, on retrouve un petit peu ce que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire cette augmentation, ce pic, et ensuite cette décroissance. Tenant compte de ce nuage de points, on s'est dit, ce qui serait intéressant serait de pouvoir comparer les cinétiques, les dynamiques, et pouvoir caractériser ces évolutions de performance. C'est pour cela qu'ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle les couloirs de performance. Donc là, on a pris ce nuage de points et on l'a découpé en quartiles, c'est-à-dire que l'enveloppe supérieure correspond à 100%, et ensuite, on a décliné, c'est-à-dire on a
catégorisés. Donc le premier couloir correspond aux meilleures performances entre 100 et 95%, le deuxième entre 95 et 90%, et ainsi de suite. Pour pouvoir dire quand un athlète se situe dans le couloir numéro 1, couloir numéro 2, couloir numéro 3, etc. Encore une fois, pour pouvoir utiliser ces couloirs de performance, j'ai choisi de prendre les dynamiques de performance, donc les trajectoires de performance des derniers médaillés aux Jeux paralympiques sur cette épreuve-là. Et le fait intéressant, c'est de voir qu'aux Jeux de Tokyo, ce qui ne se passe jamais, c'est qu'il y a eu 2 médaillés de bronze qui sont arrivés exactement avec le même temps sur cette épreuve-là. C'est pour ça qu'il y aura 4 trajectoires de performance. Donc voici ici, donc là j'ai zoomé sur ce qu'on appelle nous les couloirs de performance. Donc là j'ai fait un gros zoom sur le couloir numéro 1. Donc on a toujours la performance en fonction de l'âge. Et ce qu'on peut voir, donc ce sont des athlètes qui sont inscrits sur le circuit depuis un certain nombre de temps, parce qu'on voit qu'ils ont commencé très tôt. Donc là, à chaque fois, on a la meilleure performance par âge de ces athlètes-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont tous aux alentours de 25-26 ans au niveau de leur pic. Et donc voilà, ils ne sont pas très loin de ce pic-là pour dire qu'ils sont très très proches de leur maxima physiologique. Autre fait intéressant, c'est de voir qu'ils sont tous dans le couloir numéro 1. Et ceci peut nous interpeller dans le sens où, quel peut être l'apport de ce couloir de performance, c'est-à-dire que sur cette épreuve-là, encore une fois, 100% des médaillés sur les 3 dernières Paralympiades, donc Londres, Rio et Tokyo, étaient dans le couloir numéro 1. Autre chose qui peut être intéressante sur cette épreuve-là, et très très caractéristique de cette épreuve-là, il faut savoir que cette épreuve, il va y avoir des personnes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui vont avoir différents types de handicap, et certains vont être appareillés ou non. Certains avec 2 lames, certains avec 1 lame, et d'autres qui n'en auront pas. Et quand on regarde le top 3 sur les 3 dernières Paralympiades, et ben 80% du podium, donc le chiffre 80, étaient des personnes avec 1 lame. Et quand on regarde sachant qu'il n'y en avait aucune qui est montée sur le podium et qui n'était pas appareillée. Et quand on regarde le top 4, top 8, donc les finalistes, on voit que ça s'équilibre un petit peu plus entre ceux qui ont 2 lames et ceux qui ont 1 lame. Autre caractéristique que nous avons pu voir dans le cadre de Paraperf, c'est il faut savoir qu'au jeu, ils vont regrouper certains types de classifications, parce que parfois il n'y aura pas assez de monde. Et donc on s'est intéressé à regarder s'il y avait une égalité, une équité à faire ces regroupements-là. Pour illustrer ce propos, je vais prendre l'exemple du 1500 mètres T54, qui regroupe également les T53. Donc là, vous avez un petit peu illustré ce que le T53, T54. Le T53, on peut voir qu'ils ont un niveau de lésion, donc ce sont des personnes en fauteuil, qui ont un niveau de lésion supérieur, et les T54, un niveau de lésion plus bas. On retrouve encore une fois ici ce nuage de points qu'on a pu voir sur l'épreuve du 100 mètres tout à l'heure, où on a donc les performances en fonction de l'âge. Et encore une fois, on voit quand on regarde l'enveloppe, cette augmentation des perfs, ce léger plateau, et ensuite cette décroissance. Donc là, on a l'ensemble des T53 et T54. Et quand on discrétise les performances par âge des T53 et T54, eh bien on peut voir déjà de prime abord qu'il y a beaucoup plus de T54, donc c'est juste un visuel, et qu'en plus les T54 semblent beaucoup plus performants que les T53. Ce qui pose la question finalement, pourquoi les mettre ensemble? Et quand on regarde sur les finalistes des 3 derniers jeux, eh bien ce qu'on peut voir, c'est que 100% du podium étaient des personnes de la classe T54. Et également sur les finalistes, c'était des personnes de la classe T54. Dernier propos, je vais vous parler donc des trajectoires de performance et des reclassifications. Donc la classification, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système paralympique. Et parfois, on va pouvoir voir quelques cas intéressants ou parfois tristes sur des cas de reclassification et quel est l'impact sur la performance. Pour illustrer ce propos, je vais vous montrer donc l'épreuve du 400 mètres nage libre. Donc là, on passe en natation. Donc il y a plusieurs types de classifications qui va de S1 à S10 pour les handicaps moteurs. Et donc là, on va prendre les S8 chez les femmes. Donc là, cette fois-ci, nous avons la performance en fonction des années et non plus des âges. Et ce qu'on voit à chaque fois par année, donc ce sont les 8 meilleures performances dans l'épreuve. Donc ce qu'on voit, c'est que de façon générale, les performances ont augmenté. Et quand on place la performance d'une nageuse, ici, donc elle était S8, en rouge, on peut voir qu'elle fait partie donc, des meilleures, elle est dans le top 4 actuellement, jusqu'en 2021. Juste avant les Jeux, en 2021, elle a été reclassifiée en S9, c'est-à-dire qu'elle était en S8, elle est passée S9, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un impact de leur handicap sur leur performance qui est moindre, donc ils vont plus vite. Pour autant, elle, son handicap
a évolué ou voire n'a pas changé. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que du fait de cette reclassification en S9, eh bien, elle, sa performance n'a pas forcément évolué. Pour autant, la concurrence, elle, avait un niveau de performance plus important. Et donc, elle s'est retrouvée bien derrière, loin, le top 8, ce qui fait qu'elle n'avait plus aucune chance pour les Jeux paralympiques. Donc enfin, Paraperf, juste pour une petite conclusion, c'est vraiment à travers ce lot 1, et ensuite on aura Arnaud qui va vous éclairer sur d'autres éléments, ça amène vraiment des éléments d'éclairage et d'analyse des performances en compétition. On est vraiment sur la haute performance en compétition, qui permet d'apporter des éléments d'analyse aux fédérations, au staff, aux athlètes, mais aussi à quelques membres décideurs qui sont ici dans l'Assemblée, afin d'aider donc à la prise de décision pour les Jeux paralympiques de Paris. Je vous remercie de votre attention et je remercie également l'équipe de l'IRMES, car je ne suis pas seul, je suis juste représentant. Merci. Merci Julien. Je vous propose de prendre une question et de réserver toutes les autres pour la table ronde qu'on va faire de façon à ce qu'on cadre dans le timing prévu. Y a-t-il une question sur ces résultats de performance? Présentez-vous. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Samuel Ibois, je suis maître de conférence en STAPS à Paris-Saclay. Du coup, c'est peut-être un peu brutal comme question, mais tous ces résultats-là, est-ce que ça donne un levier d'action pour aller contester des classifications, ou c'est juste un moyen de trier les athlètes pour dire lesquels seront les plus propices à avoir des médailles? Tout dépend de la vision qu'on veut avoir dessus. Moi, je ne suis pas décideur, je suis juste sur un côté recherche. On apporte des éléments qui permettent ensuite de décider. Nous, ce qu'on nous demande souvent, c'est de savoir où se situe un athlète par rapport à la concurrence. En effet, parfois, on va voir qu'il est très au-dessus, donc on peut se demander si elle est bien dans sa bonne classe, ou à l'inverse, quand elle est très en dessous, peut-être qu'il va falloir la reclassifier dans un niveau supérieur. Donc, on n'a jamais été mandaté, nous, par l'IPC, sur un système de classification, à dire « Ah, est-ce que vous pouvez regarder cet athlète-là » parce qu'on n'est pas là-dessus levé d'action. Pour autant, pour situer des athlètes dans la concurrence, ça c'est notre cœur de métier, ça. Ouais. Merci. Merci.